Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, au sud, une cérémonie de lancement des travaux de reconstruction de la route nationale numéro 1, section d'Aguérou-Alamo. Et toujours à la une dans l'actualité nationale, cérémonie d'inauguration de la résidence Daria à Pékin. Et enfin dans l'actualité internationale, sommet Union Européenne-Union Afrique pour un partenariat approfondi entre l'Afrique et l'Europe. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Direction le sud, plus précisément dans la ville de l'Unité, où une importante cérémonie de lancement des travaux de reconstruction de la route nationale numéro 1, section d'Aguérou-Alamo, s'est tenue ce matin à Dikil. Le coup d'envoi de ce lancement a été placé sous l'égide du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, dont notamment le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Ahmed Ibrahim, du président exécutif du Fonds saoudien pour le développement, M. Sultan Ben Abdurrahman Al-Mourchid, du président de l'Autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, du président du conseil régional de Dikil, Abdelrahman Younis Arreh, du préfet de la région de Dikil, Adel Moussarar, ainsi que plusieurs autres personnalités locales et internationales. Étant donné que la route numéro 1 est un acte vital pour la circulation des biens et des personnes entre Djibouti et l'Éthiopie, la construction et la maintenance de ce tronçon contribuera sans aucun doute à la fluidité du transport et renforcera le lien existant entre les deux pays et par la même occasion contribuera également à l'intégration régionale. Les travaux de la reconstruction de ce tronçon d'Aguérou-Alamo d'une longueur de 60 km seront financés par le Fonds saoudien du développement. Rappelons que la réhabilitation de cette route nationale numéro 1 permettra de réduire significativement le temps de déplacement entre les deux pays frères. C'est la société de construction Al-Riouni qui exécutera les travaux de réhabilitation. Cette dernière apportera les avantages suivants: à stimuler le commerce local entre Dikil et Ralafi tout en réduisant considérablement le coût des transports, ainsi assurer la rapidité d'évaluation médicale et des équipements et permettra la création d'emplois, d'activités génératrices de revenus. Eh bien, le préfet et le président du conseil régional ont rappelé l'importance des travaux de reconstruction de cette route nationale numéro 1. Et tout le rappeler que la section d'Aguérou à Kalamou permettra de stimuler le commerce local entre Dikil et Ralafi tout en réduisant considérablement le coût du transport et ainsi assurer la rapidité d'évaluation médicale et des équipements. Voici les propos du président des autorités portuaires, M. Aboubakar Omar Hadi. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à ce jour à l'occasion du lancement du projet de construction de la route RN1, plus précisément du tronçon d'Agouri-Galamo, long de 60 km. À cette occasion, j'aimerais exprimer mes remerciements au président exécutif du Fonds saoudien pour le développement, M. Sultan bin Abdurrahman Al-Mourchid, ainsi qu'à l'ensemble de son délégation, en souhaitant la fraternelle bienvenue. Messieurs et mesdames, jouissant d'une position géographique et stratégique sur le détroit de Bab el-Mandeb, Djibouti aspire d'être pour le développement et la modernisation de ses infrastructures portières et routières les premiers hubs logistiques et commerciaux en Afrique de l'Est. Par ailleurs, la position concurrentielle d'un port est principalement évaluée à nos jours en termes de la croissance de ses parts de marché, du volume total traité, et également la capacité d'acheminer de son réseau corridor routier
les reliant aux pays et arrière-pays et pays limitrophes. C'est un réseau de corridors routiers développés constitue un outil d'intégration indispensable à la création d'infrastructures interconnectées qui permettent de valoriser le dynamisme commercial national et régional ainsi que l'éclosion de nouvelles activités économiques. C'est dans cette optique que s'inscrit la construction de ces tronçons dans linéaire de 60 km de Dagourou à Galamo, la route nationale numéro 1 RN1. D'une longueur totale de 219 km reliant l'Éthiopie à l'arrière-pays, à la capitale et de ses multiples ports, et traitant plus de 85% des importations-exportations éthiopiennes, la RNA joue un rôle de catalyseur du commerce djibouto-éthyopien. Eh bien, le ministre des Transports, M. Hassan Mohamed Ibrahim, a remercié le Premier ministre pour avoir inauguré les travaux de lancement de construction du tronçon d'Aguérou-Gralamo, financé par le fonds saoudien d'une longueur de 60 km, qui doit compléter les travaux de réhabilitation déjà finalisés entre Daguérou et Kalafi. La cérémonie qui nous rassemble ici à Dikil aujourd'hui revêt une importance capitale, à la fois pour le gouvernement que pour les populations locales. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude au Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamil Mohamed, qui a bien voulu accepter, malgré son agenda très chargé, que la présente cérémonie se fasse sous son patronage. Je tiens également à adresser mes sincères remerciements aux vaillantes populations de la région du Dikil pour leur accueil chaleureux. Qu'il me soit permis également de souhaiter la bienvenue à la délégation saoudienne conduite par le président exécutif du Fonds saoudien, son Excellence Sultan bin Abdulrahman al-Mourchid, ainsi qu'à tous nos invités de marque qui ont bien voulu effectuer les déplacements pour prendre à cet important événement. Il s'agit d'un projet de réhabilitation de l'axe routier d'Aguérou à Galamo, d'une longueur de 60 km en 26 mois, sur financement du Fonds saoudien pour le développement à hauteur de 72 447 688 dollars américains. Par ailleurs, il convient de rappeler que ces projets et la suite des projets de reconstruction déjà finalisés entre les tronçons allant de Galafi à Daguérou sur une distance de 20,69 km financée par le gouvernement japonais. Mesdames et messieurs, il n'y a un secret pour personne que les infrastructures vétustes entraînent un renchérissement des transports et font considérablement obstacle à l'expansion du commerce et un développement durable dans de nombreux pays en Afrique. Donc, comme vous le savez, les corridors sud reliant Djibouti à l'Éthiopie via la frontière Galafi, dont les travaux de réhabilitation démarreront dans quelques jours, est un précieux instrument de développement. Eh bien, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, a remercié tous les participants pour la qualité de l'accueil réservé à la délégation qu'il dirige dans la région de Dikil pour la cérémonie de lancement des travaux de reconstruction de la route nationale numéro 1, section d'Aguérou-Kalamo. Nous sommes réunis aujourd'hui, a-t-il rappelé le Premier ministre, pour lancer les travaux de reconstruction de la route nationale numéro 1, section d'Aguérou-Kalamo, un axe routier vital pour les échanges commerciaux entre Djibouti et notre voisin, l'Éthiopie. La circulation était très difficile sur ce tronçon et c'est un frein pour fluidifier les échanges des marchandises sur le corridor national numéro 1 Djibouti-Kalafi, a-t-il rappelé le Premier ministre. Le Premier ministre a remercié les hauts responsables du Fonds de développement saoudien qui ont fait le déplacement pour leur participation à la cérémonie de lancement de ces travaux.
Le fonds saoudien, a-t-il rappelé le Premier ministre, soutient notre pays dans plusieurs domaines et appuie constamment les grands projets d'infrastructure à Djibouti. La République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, deux pays frères et amis, ont des liens solides, séculaires, qui sont amenés à progresser de jour en jour grâce à la volonté des dirigeants de deux pays. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe qui était sur place lors du lancement des travaux de reconstruction de la route nationale numéro 1, section de Rérou-Kalamo, qui s'est tenue ce matin à Dikil. J'étais ce matin en compagnie du président exécutif du Fonds saoudien au lancement des travaux de reconstruction de section Dagiru-Galamo de la RN1. C'est un tronçon de 60 km qui sera entièrement élargi, rehaussé. Il est prévu 215 ouvrages hydrauliques qui permettront le franchissement des eaux. Cette route sera mise hors d'eau. Ce sera un tronçon qui sera résilient, qui pourra résister au changement climatique. Il faut savoir que 20 km entre Ralafi et Dagiru de la RNA ont déjà été réhabilités, ouverts au trafic avec l'appui du gouvernement japonais. Et cette section sera reconstruite avec l'appui du Fonds saoudien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces projets font partie d'un vaste programme de reconstruction, de modernisation de nos routes corridors. Durant cette année, il y aura aussi la reconstruction de PK51 entre PK51 et PK9 à l'entrée de Tadjoura. Il est aussi prévu la reconstruction d'une partie de la RN1 entre PK13 et l'entrée d'Arta qui sera élargie. Nous aurons 2 fois 2 voies avec l'appui de la Banque mondiale, la reconstruction de la route menant à Lissabié entre Doudou Balala et Guélilé. Le gouvernement veut améliorer élever le niveau de service de nos routes corridors pour répondre aux besoins. Aujourd'hui, on est là au lancement des travaux de reconstruction du tronçon Galamo-Dagiru de la RN1. Ces tronçons faisant partie de la RN1, une artère principale par laquelle transitent plus de 90% du trafic de nos ports. Donc, comme vous le savez, les dégradations de la RN1 pénalisaient énormément le trafic. Et avec ces travaux, ces problèmes seront dépassés. Parce que dès que ce tronçon sera complètement reconstruit, nous passerons, la durée des trajets sera réduite. Retour à la capitale où la ministre de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdiaden, accompagnée d'une forte délégation du Fonds saoudien pour le développement, dirigé par le président et directeur exécutif Sultan bin Abdulrahman Al-Mourchid, en visite au travail à Djibouti, en présidant l'inauguration de la résidence Daria à PK13, dans la commune de Balbala, financée à travers le programme d'investissement national PIN, piloté par la primature. Bâti sur une cité de 4 hectares, ce projet de construction de 120 appartements flambant neufs est le fruit du soutien et contribution du Royaume d'Arabie Saoudite au projet de développement de notre pays, à travers le Fonds saoudien pour le développement dans le domaine de l'habitat et l'aménagement urbain. La nouvelle résidence baptisée Daria est dotée de places de parking suffisantes pour toutes les habitants d'un espace vert, d'un terrain de sport, d'un local syndical pour gestion des copropriétaires et des locaux commerciaux. Cette cérémonie a vu la participation de la ministre et la délégation du Fonds saoudien, d'éminentes personnalités diplomatiques et politiques telles que l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, M. Faisal bin Sultan Al-Qani, et l'ambassadeur de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, Diridine Saïd Bamakrama, du conseiller du président de la République chargé d'investissement, M. Fahmi Al-Hag, du secrétaire général de la primature, Nakib Kamil. Cet événement a vu également la participation du directeur général de la Roulos, Abdulrahman Ali, du directeur général adjoint de la CIMR et des partenaires techniques. À l'issue de la cérémonie, l'ensemble de la délégation a effectué une visite des appartements de la nouvelle résidence Daria. Eh bien, le président directeur exécutif a remercié la ministre pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé à lui et à sa délégation et a promis de renforcer
les relations avec le ministère pour la mise en œuvre des projets en cours et en perspective dans le secteur du logement. De son côté, l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Dieridine Saïd Bamakrama, a rappelé l'objectif du déplacement de la délégation saoudienne à Djibouti dans le cadre d'appui constant aux côtés du gouvernement djiboutien pour la réalisation des projets de grande envergure. Eh bien, dans une brève allocution prononcée à cette occasion, la ministre a remercié le PDG du Fonds saoudien pour tout le soutien et financement du Fonds saoudien à l'ensemble des projets sociaux, en particulier les logements. Écoutons-la. L'inauguration officielle des 120 appartements qui ont été réalisés avec le financement du Fonds saoudien. On a voulu profiter de la présence du président directeur général du Fonds saoudien pour faire cette cérémonie. Nous voulons remercier l'Arabie saoudite pour le concours qu'ils ont été toujours à côté de Djibouti. Et c'est un ami donc, qui est le Royaume d'Arabie saoudite et la République de Djibouti sont des pays frères, amis. Et ils sont là aujourd'hui pour célébrer ensemble ce produit qui est commun, qui a été réalisé donc, grâce au financement de deux parties. Nous voulons officiellement donc, remercier l'Arabie saoudite pour ce travail-là. Et nous avons d'autres projets que nous sommes en train de faire, de réaliser avec le Fonds saoudien de développement. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, qui a présidé ce matin un atelier de restitution des travaux d'études sur le recensement de la cartographie des organisations de la société civile intervenant dans le domaine de santé à Djibouti-Ville. Menée par une consultante nationale, la présente étude concerne près de 118 associations, plus de 85 organisations communautaires qui ont fait l'objet d'une analyse poussée à propos de leur localisation, de leur capacité d'action sur leur principal domaine d'intervention, mais également par rapport à leurs besoins en formation, en matériel et en équipement. La conclusion de cette étude prospective, on aboutit sur de nombreuses recommandations axées sur le besoin de renforcement et des compétences et des capacités de ces organisations à base communautaire afin d'améliorer l'impact de leur action au sein des communautés respectives. Une nouvelle stratégie d'action communautaire sera promue par le ministère de la Santé, notamment à travers un programme de spécialisation de chaque association communautaire dans un thématique de santé précis. Il s'agit là en effet de prévenir toute chevauchement d'activité et d'éviter ainsi leur abondance afin d'optimiser les impacts sur les différentes activités promotionnelles de santé dans les quartiers. Local, de pouvoir les connaître, c'est très important pour l'ensemble du système des Nations Unies parce que nous voyons que ça va aider à renforcer la structuration, la systématisation des appuis, la spécialisation et surtout le partage de bonnes pratiques puisque certaines sont peut-être beaucoup plus avancées que d'autres. Pour nous, c'est très important. C'est très utile également pour la mise en œuvre du C19RM dans sa phase communautaire et renforcement de l'approche communautaire, dont nous nous réjouissons de ce pas important. Eh bien, dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a insisté sur la volonté d'améliorer l'efficacité de l'action de santé communautaire à travers une stratégie de spécialisation. C'est avec un grand plaisir que nous nous réunissons aujourd'hui afin d'assister à la restitution de l'étude sur les recensements et la cartographie des organisations de la société civile dans le domaine sanitaire pour la mise en œuvre des activités communautaires. Dans un contexte où la situation sanitaire du pays est particulièrement touchée du fait de la pandémie du Covid-19, certains citoyens n'arrivent pas encore à jouir effectivement de leur droit à l'accès aux soins en raison de nombreuses contraintes qui pèsent sur notre système de santé. Les efforts consentis par l'État et les partenaires au développement se sont concentrés jusqu'à là sur des programmes spécifiques à travers des mécanismes de subvention et de gratuité au détriment d'une approche globale et holistique de la prise en charge du risque de la maladie, rendant certains soins de santé insuffisamment accessibles aux populations. De ce fait, dans le contexte de ces actions, le ministère de la Santé souhaite le développement de l'approche communautaire. En se basant sur les résultats de l'étude de recensement et de cartographie à Djibouti-Ville, des organisations de la société civile. Comme vous le savez, le gouvernement et les institutions internationales prennent conscience de l'action naissante, de plus en plus dynamique, menée par la société civile qui demande à être davantage associée au développement local. Le ministère de la Santé place les acteurs communautaires au cœur de la prise de décision, dans l'expression de leurs besoins, dans la prise en charge de leur santé et par conséquent dans l'appropriation de la mise en œuvre des interventions dans le domaine de la santé. L'implication de la société civile
permet d'améliorer la vie des personnes et des communautés touchées à la fois par les pandémies et constitue un bon moteur pour véhiculer les mesures de restriction adoptées par le gouvernement. Les associations auront pour rôle d'intervenir en première ligne dans la riposte contre les épidémies, en offrant un soutien et des informations essentielles, mais aussi comme défenseurs de droits humains, y compris ceux de groupes vulnérables et exclus, en s'efforçant de surveiller et de dénoncer les violations de droits et de faire campagne et militer pour l'adoption des politiques qui serviront plus tard au mieux aux groupes exclus. Autre actualité, cette fois-ci, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Hamoud, et la représentante de l'OIF auprès de l'Union africaine, Mme Zahra Kamil, ont procédé à la signature de conventions de mise à disposition des locaux du Centre régional de l'enseignement du français à Djibouti. Rappelons que la cérémonie s'est déroulée au cabinet du MENFOP, en présence du secrétaire général et des hauts cadres du MENFOP, ainsi que du directeur du CRF. Le ministre a affirmé que l'ouverture de ces locaux à Djibouti élargit le spectre des partenaires qui travaillent à la promotion de la langue française à Djibouti. Il a loué les vertus de ce centre qui fédère, a-t-il rappelé, facilite la coopération et les échanges entre les acteurs régionaux, nationaux et locaux, agissant dans l'enseignement et en français. Il a souligné l'intérêt du CRF qui apporte un soutien aux politiques linguistiques et des formations des enseignants et en français et offre un appui à la conception et à la diffusion des ressources éducatives libres, contextualisées pour l'enseignement en français. Soutient également les activités extrascolaires pour la promotion du français vivre ensemble et du français langue de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Un enthousiasme partagé par la représentante de l'OIF auprès de l'Union africaine, Mme Zahra Kamil, qui a rendu un hommage à l'engagement du MENFOP qui a mis à la disposition de l'OIF pour l'installation d'une antenne. Comme point d'ancrage de la famille francophone dans la Corne de l'Afrique. Donc le CREF va contribuer à côté de Djibouti au rayonnement de la langue française, du plurilinguisme dans le respect de nos diversités, fidèle à l'esprit de solidarité qui caractérise la francophonie. Donc le CREF va jouer un rôle fédérateur et il aura pour objectif de contribuer à la qualité de l'enseignement du français, du et en langue française, de renforcer la formation des enseignants et formateurs et de soutenir la conception d'outils pédagogiques innovants. Donc le CREF à Djibouti dispose également d'une dimension régionale. Il contribuera à l'accompagnement des politiques linguistiques et éducatives des pays de la zone. Donc, Excellence, Monsieur le Ministre, donc, en vertu de cette convention que nous allons signer, nous mettons en place une approche transversale de coopération, de collaboration soutenue. L'OIF et Djibouti constituent des acteurs privilégiés de dialogue, d'échange, de coopération et de connivence. Eh bien, l'antenne du CREF à Djibouti va offrir un accompagnement aux politiques linguistiques et éducatives des pays de la zone, comme le Rwanda, l'Égypte, les Émirats arabes unis, et permettra de valoriser l'acquisition des savoirs et des connaissances et des compétences en langue française. Donc, nous voilà encore pour la deuxième fois réunis autour de ces tables, justement pour finalement installer le CREFA. Et M. Youssouf, machallah, je me permets de les féliciter, même avant qu'il ait vraiment commencé officiellement l'émission de CREF. Pas mal d'activités ont été donc organisées avec le ministère de l'Éducation nationale dans la formation donc, des conseils pédagogiques, mais également certains inspecteurs de formation également ont été faites avec l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et d'autres, bien sûr, activités sont en cours et, Inch'Allah, en perspective. Pour décoller, pour vraiment faire la promotion de la langue française, nous avons aussi une Djiboutienne qui est à la tête donc, de la francophonie. Donc, c'est vraiment... nous avons toutes les conditions, vraiment, pour réussir, alhamdoulilah. Et donc... aujourd'hui, ce matin, nous allons donc signer l'accord de siège officiellement et très prochainement, Inch'Allah, Youssouf et ses équipes vont s'installer dans les nouveaux locaux donc, du centre. Et je pense qu'il y aura également une cérémonie officielle d'inauguration du centre. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin, a procédé à la cérémonie
de réouverture du centre de développement communautaire de quartier 6. L'événement a réuni sur place, outre la ministre de la Jeunesse et de la Culture, la maire de ville, le représentant du système des Nations Unies, l'ambassadeur du Japon, le directeur général du CAC Bank, des responsables CDC, une foule compacte de jeunes et moins jeunes, tous genres confondus. La chef du département de jeunesse et de la culture, Dr Hibo, a procédé à la traditionnelle coupure de ruban en guise de réouverture de cette plateforme dans les travaux de réhabilitation, de l'extension et de rénovation complète des rééquipements en partenariat avec l'ambassade du Japon, les Nations Unies, la CAC Bank, avec le soutien d'autres généreux contributeurs qui a duré plus de 7 mois. Après l'accueil, place à la rencontre de la ministre, suite avec les femmes et les hommes influents et les jeunes leaders de quartier 6 dans la salle spacieuse de l'informatique, accueillie à nouveau avec un standing ovation. Pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Hassoui, a d'emblée remercié la communauté du quartier 6 pour son accueil enthousiasme, chaleureux, fraternel. La ministre s'est dit réjouie de cette réouverture du CDC de quartier 6 qui restait inactif depuis plus d'une année et aujourd'hui réhabilité, entièrement rénové avec tous les équipements nécessaires au diapason des attentes de la communauté, ici en partenariat avec le Japon, les systèmes des Nations Unies, le CAC Bank et autres généreux contributeurs mécènes sans leur appui, duquel cette réhabilitation ne serait pas si bien réussie. Cette initiative de rénover, réhabiliter et rééquiper en faveur des CDC s'inscrit dans le cadre de la politique de développement gouvernementale éclairée par son Excellence le Président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, engagé à bâtir une jeunesse culturellement épanouie et intégrée avec l'impulsion d'approches innovantes. Et bien, dans son intervention, le directeur général de la CAC Bank a mis l'accent sur l'importance de cette journée dans le cadre de la réouverture du CDC des quartiers 6. Il a rappelé la première personnalité morale du CAC Bank. De son côté, la maire a rendu un hommage appuyé à Dr Hibo qui, selon elle, depuis son arrivée à la tête du nouveau ministère, sont montrés déterminés à faire redynamiser les structures. Eh bien, le représentant de l'Union européenne a rappelé l'importance qui est de réouvrir cette journée dans le cadre de la réouverture du CDC des quartiers de la première personnalité. C'est un honneur pour moi de participer à cette cérémonie de réouverture du centre de développement communautaire du quartier 6. Et je remercie particulièrement Madame la Ministre de m'avoir associé à ce moment important. Cela vient également à point nommé pour les Nations Unies. Alors que nous sortons le dernier jour, nous étions dans une retraite avec tous mes collègues chefs d'agence où nous avons discuté notamment de développement local et communautaire qui doit être au cœur de nos préoccupations et de nos discussions. Je me réjouis que les Nations Unies aient pu contribuer ainsi concrètement à travers l'appui de l'UNOPS à soutenir la réhabilitation de ce centre de développement communautaire. Après les dommages causés par le cyclone Sagar, comme à PK12, à Ariba. Nous sommes convaincus que ces centres permettent l'augmentation de l'accès aux moyens de subsistance des femmes, des jeunes, et indirectement, ce projet bénéficiera à toute la population d'Djibouti en améliorant le marché du travail, mais également l'épanouissement des jeunes et un vecteur pour les valeurs. Je souhaite également remercier le Japon, partenaire de ce projet, qui n'aurait pas pu être possible sans leur appui également de la banque CAC et l'investissement dans les communautés à travers les centres de développement communautaire pour un vrai développement qui est inclusif. Et enfin, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Hassoui, a indiqué que le CDC est une structure d'intégration sociale qui appartient à la communauté tout entière, qui doit se concerter, dialoguer de formules et de réflexions pour le bien-être de la population. Immense honneur pour moi de partager avec vous un moment aussi important pour la population de ce grand quartier en général et de sa jeunesse en particulier. Cette jeunesse si impatiente de disposer de ce CDC destiné à son épanouissement. Les centres de développement communautaire est une vitrine, un épine dorsale du département du MJC, puisque ça permet à toute la jeunesse, mais aussi le riverain, petits et grands, hommes et femmes, de bénéficier d'un espace convivial pour leurs besoins en termes d'intégration socio-économique, d'acquisition de nouvelles compétences
ainsi qu'entre autres de programmes variés, éducatifs, récréatifs et sociaux. Le CDC de quartier 6, fermé depuis longtemps, ouvre aujourd'hui ses portes grâce à tous nos partenaires. Donc je vous remercie énormément. Et on compte sur votre appui. Donc grâce à tous nos partenaires, que je remercie chaleureusement pour le plus grand bonheur, donc 2 adhérents de ce CDC. À la différence des autres CDC, revisités, donc qui confèrent un style beaucoup plus fonctionnel. Donc à chaque fois, on essaye de changer l'architecture pour qu'elle soit beaucoup plus accueillante des activités. Donc ici, vous avez vu, il y a un hall, c'est vraiment très particulier. Et donc, on essaye de suivre un peu les propositions de CDC et des usagers et de riverains. Les différentes salles équipées en conséquence permettent la réalisation de ces missions premières, à savoir le développement communautaire et aussi être le lieu de convergence par excellence de la population riveraine. À chaque réouverture d'un CDC, nous tenons à lui donner non seulement une nouvelle jeunesse, un équipement plus moderne, plus ludique, des espaces dédiés à la créativité, mais surtout nous y forgeons un projet pilote appelé à se globaliser en cas de performance et d'efficacité. L'implication du conseil communautaire, de chefs du quartier, des associations, de jeunes leaders du quartier, des femmes leaders du quartier, bref, de tout le monde est indispensable. J'aimerais vous rappeler que depuis son ascension à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, n'a cessé d'œuvrer pour la jeunesse. Il a même organisé plusieurs rencontres avec les jeunes pour un échange direct avec eux sur leurs préoccupations. La dernière en date, le 1er février 2018, lors de laquelle beaucoup de doléances ont été formulées, entre autres, la multiplication des centres de développement communautaire. Et le ministère met un point d'honneur à concrétiser ses souhaits. C'est donc en réponse à vos doléances que l'ensemble du gouvernement est mobilisé pour vous apporter autant que possible les moyens nécessaires à votre épanouissement. Donc soyez unis, soyez solidaires et veillez au bon fonctionnement de ce joyau. Autre actualité, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a décoré ce matin le médecin général des armées, Philippe Rouen Berchou, de la médaille d'officier dans l'ordre national du 27 juin. Le médecin général français était en visite de travail à Djibouti et la médaille lui a été décernée par le chef d'état-major général des forces armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, au nom du président de la République. La cérémonie de décoration s'est déroulée dans la caserne hangar de l'armée de Djibouti, située à l'aéroport de Djibouti, en présence des officiers supérieurs, dont le général Mohamed Ali Tahiro, des officiers supérieurs, ainsi que le directeur général du service de la santé des armées djiboutiennes. La Commission nationale de la communication a organisé une réunion préparatoire avec les médias de la presse écrite et audiovisuelle sur les conditions de couverture médiatique lors de la campagne électorale régionale et communale fixée du 25 février au 13 mars prochain. Cette réunion avec les médias de la presse écrite et de l'audiovisuel est de définir les points sur lesquels la couverture médiatique de la presse écrite et de l'audiovisuel devrait intervenir et évaluer les moyens humains et matériels à mettre en œuvre. Donc décidé de vous recevoir Al-Qarn, qui est un journal bi-hebdomadaire qui paraît 2 fois par semaine et qui aura donc l'opportunité et surtout la raison de couvrir ces élections durant cette période de campagne. Donc nous vous remercions d'être venus à cette réunion. Les objectifs étant de vous donner donc les différentes étapes que la CNC va devoir respecter ou observer durant cette période de campagne, c'est que les commissaires ainsi que les superviseurs qui seront en charge de la supervision du temps d'antenne et du respect des parutions que vous allez émettre dans vos journaux seront donc les travaux de la CNC durant ces 2 semaines-là. Autre cérémonie, cette fois-ci, c'est la clôture de formation de la 9e promotion du stage international de perfectionnement d'enquêteurs qui a eu lieu hier à l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire.
Ce stage international rassemble plus de 19 stagiaires issus de 13 pays, dont Djibouti, présidé par le substitut du procureur général, en l'occurrence M. Ibrahim Ouaes. L'événement a vu la participation du préfet de la région d'Arta, du président du conseil régional d'Arta, du chargé d'affaires de l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti et de l'attaché de sécurité intérieure près de l'ambassade de France à Djibouti, de l'attaché de défense près de l'ambassade d'Éthiopie, des représentants de l'UNFD, des représentants des organisations du système des Nations Unies, de plusieurs officiers de la gendarmerie nationale. Au cours de cette cérémonie, le président de la promotion a pris la parole après la lecture du Saint-Coran pour résumer le programme de formation que les stagiaires ont suivi durant les 6 semaines écoulées, avant de remercier les différentes autorités pour avoir honoré cette cérémonie de leur présence malgré les contraintes professionnelles. En effet, 19 cadres, dont une seule femme et 2 bilingues, issus des composantes police, gendarmerie, garde-côte et forces de défense et de sécurité de 13 pays de l'Afrique y ont pris part. Ils ont été soumis 6 semaines durant à une formation d'excellence et de qualité pour la pratique de la police judiciaire. Nous avons eu l'occasion d'être initiés au nouveau processus général de recueil des entretiens, auditions et interrogatoires, PROGREI, et d'en acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Celles-ci nous seront fort précieuses dans nos missions futures en police judiciaire. Nous possédons désormais une excellence dans ce domaine qui nous permettra de perfectionner à notre tour nos personnels dans nos unités respectives. Il me revient donc la lourde tâche, en tant que président de promotion, de vous adresser nos remerciements, en particulier à la République de Djibouti, qui abrite la prestigieuse école internationale qui nous a permis de prendre part au 10 stages. Et bien, de son côté, le substitut du procureur général a prononcé une allocution dans laquelle il s'est adressé aux stagiaires. Il les a également félicités, et le gouvernement, le haut commandement de la gendarmerie et les instructeurs de l'EU3PJ. L'école de perfectionnement de l'école à la pratique de la police judiciaire du centre d'instruction Cheikh Moussa a accueilli ces stages de perfectionnement regroupant 15 nationalités différentes, y compris la République de Djibouti. Cette formation était axée sur les techniques d'audition qui sont capitales en matière pénale et les constatations criminelles sur le lieu des crimes et des indices qui doivent être relevés d'une manière minutieuse pour que la Cour et le tribunal puissent être éclairés du travail de l'OPJ qui a été fait en amont, qui est capital. Vu la croissance des enquêtes criminelles, durant 6 semaines, vous avez bénéficié de cette formation dont je suppose aujourd'hui vous êtes aptes à pouvoir regagner vos pays respectifs avec des connaissances solides et acquises durant ces stages de perfectionnement qui vous permettra dans l'avenir de pouvoir dresser des procès-verbaux d'audition et de constatation d'une manière simple, claire et lisible. L'école de perfectionnement, quant à elle, n'est plus à présenter. Elle a démontré tout son savoir-faire et dispose d'un matériel très sophistiqué et à la pointe de la technologie. Je ne manquerai de féliciter d'abord les formateurs de cette formation qui ont donné avec professionnalisme leurs connaissances et leur savoir-faire dans les domaines. Je ne manquerai pas aussi de féliciter le colonel Zakaria de pouvoir œuvrer toujours dans le sens où cette école puisse être hissée à un niveau dont toute la République de Djibouti est bien d'accord qu'ils sont à la pointe de ces technologies et de cette formation. Le commandant de l'école, à savoir le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Riyad, a lui aussi tenu une allocution dans laquelle il a mis en exergue l'intensité de la formation et l'assiduité des stagiaires. Aujourd'hui, nous célébrons la cérémonie de la 9e promotion du stage de perfectionnement enquêteur. Et comme il est constaté, les formations s'enchaînent dans ces centres
de référence à la police judiciaire et à la criminalistique qui s'achève dans de bonnes conditions, malgré cette pandémie persistante. Votre présence ici, dans ces temples de référence de la police judiciaire et de la criminalistique, malgré vos agendas chargés, est une preuve éloquente et montre votre attachement à la professionnalisation et au perfectionnement des officiers de police judiciaire. Cette formation a pour objectif d'outiller les stagiaires à prendre en charge des enquêtes, mais également à les perfectionner et à les ancrer les bonnes pratiques de la police judiciaire. La programmation a mis l'effort sur les techniques d'investigation criminelle et en particulier sur les techniques d'audition d'une affaire judiciaire. Le stage de perfectionnement enquêteur dispensé à l'IS3PJ s'inscrit dans les projets de coopération régionale et continentale visant à lutter efficacement contre la criminalité grandissante dans nos États du continent africain et même ceux de l'océan Indien. Au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassen Aden, je terminerai mes propos de remerciements à plusieurs endroits. Nous tenons à remercier le président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, pour avoir édifié ce temple de la police judiciaire et de la criminalistique. Faits divers, à présent, direction d'Ikili, toujours dans le cadre de la lutte contre la contrebande, dans toutes ses formes et agissant sur des renseignements collectés. Les éléments de la douane, en collaboration avec la gendarmerie nationale, ont saisi une quantité importante de 4 contrebandiers dans le secteur de Mouloud. Ces contrebandiers transportaient des colis contenant des 4, soit au total 20 colis estimés à une valeur marchande de 1 million de francs Djibouti, destinés à être écoulés seulement dans le marché de Mouloud, mais aussi au marché de la capitale. C'est dans les éléments de la douane. À savoir, cette marchandise a été introduite frauduleusement dans le territoire national et ses agissants nuisant à l'économie nationale. Rappelons que les enquêteurs de la brigade de Dikil ont déjà mis en place un dispositif de sécurité dans le secteur de Mouloud pour intercepter des marchandises contrebandiers. La Direction générale de la douane et des droits indirects félicite les éléments de la douane pour ses efforts considérables de lutte contre les marchandises contrebandiers et réitère ses sincères remerciements à l'état-major général de la gendarmerie pour ses collaborations indéfectibles à cette noble cause nationale. Et dans la page nécrologie, pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer la mort de M. Ali Idrissa Gueye, survenu hier à Balbala. Le regretté retraité des forces armées était retraité des forces armées où il faisait partie de la troupe artistique Harbi. Il était également musicien. Le défunt Ali Idrissa Gueye laisse derrière lui une veuve, 6 enfants, 4 filles et 2 garçons, ainsi que plusieurs petits-enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, le 6e sommet de l'Union européenne, Union africaine, qui s'est tenu aujourd'hui et demain à Bruxelles. Les dirigeants des 2 continents se rencontreront pour renouveler leur partenariat sur les thèmes tels que le commerce, l'agriculture, la santé, la lutte contre le réchauffement climatique. Toutefois, près de 5 ans après le dernier sommet, le monde n'est plus tout à fait le même. Les conséquences de la pandémie et du changement climatique seront au centre de ces échanges qui vont se dérouler jusqu'à demain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.